était, je pense, essentiel de parler d'un sujet qui a été très, très, très impactant pendant la crise. C'est celui du management dans le monde de la supply chain et de la logistique, puisque finalement, plus que jamais, la pandémie a mis en évidence le caractère essentiel de la supply chain dans un premier temps, mais aussi des hommes, surtout des hommes qui la font vivre dans la gestion digitale des flux, dans le maintien opérationnel, dans le transport, la livraison, avec des règles sanitaires très strictes. Finalement, ils ont été un peu le garant de cette chaîne de valeur qui a été résiliente malgré la crise économique. Et aujourd'hui, cette valeur travail, elle est reconnue certes à sa juste valeur, mais comment est-ce qu'elle va évoluer à l'avenir? Est-ce qu'il va falloir manager différemment, notamment auprès des générations futures? Comment est-ce qu'on va travailler demain dans le monde de la supply chain pour répondre à ces questionnements? Donc, on a réuni des experts métiers, direction des ressources humaines, qui vont nous livrer leur vision sur les évolutions en cours. Donc, Gaspard, Caroline, Marie et Sébastien, je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter. Caroline, vous pouvez peut-être démarrer, et puis après, on enchaînera avec Marie, Gaspard et Sébastien. D'accord, bonjour à tout le monde. Donc Caroline Tougaillard, effectivement, je suis directrice hommes et compétences au sein de l'entreprise GT Logistics, qui est un prestataire en logistique, comme son nom l'indique, et qui a la particularité de travailler in situ. Donc on met à disposition des équipes chez nos clients, dans le logistique industrielle principalement. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une quarantaine de sites et plus de 1000 salariés qui collaborent chaque jour avec nous. Marie, je vous laisse enchaîner. Merci Caroline. Pour ma part, donc Marie Doshi, je suis senior manager au sein de Badenoch & Clark. J'interviens depuis 10 ans dans l'environnement des achats et de la supply chain sur un terrain de jeu complet, industrie, distri, également prestataire logistique et transport. Et chez Badenoch & Clark, j'ai créé la division achat supply chain il y a 5 ans. On gère un volume de 800 recrutements par an global, dont 20% sur les métiers que je porte du coup au national. Bonjour à tous, moi je suis Gaspard, je suis cofondateur de Side. Side, c'est la première plateforme d'intérim en France qu'on a créée en 2016 et on accompagne aujourd'hui 2000 clients et 100 000 candidats sur leurs besoins intérim, soit en logistique, mais également dans le commerce. Sébastien, je vous laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, petite précision technique, en fait, je n'entends pas du tout Marie et Caroline. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je n'entends que Gaspard et vous-même. En quelques mots, donc je suis en charge de l'activité achat supply chain pour Michael Page et Michael Page Interim Management. Donc une partie de l'activité dédiée au recrutement dans le cadre de CDI en mode chasse. L'autre partie sur les missions d'intérim management, de management de transition. Nous intervenons auprès de l'ensemble des secteurs, qu'il s'agisse de l'industrie, de la distribution, de la prestation. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, c'est environ 200, enfin un peu moins de 300 missions que nous avons finalisées, un tiers sur des missions ponctuelles, et le tiers dans le cadre de recrutement en CDI. Très bien. Merci pour ce tour de table. Je pense que pour démarrer, le mieux, ce serait de faire un peu un état des lieux à date pour la situation de l'emploi. Donc peut-être que là, de nouveau, ça ne va pas toujours être Caroline la première, mais de nouveau, Caroline, peut-être nous expliquer en tant que DRH comment ça s'est passé chez GT Logistics, et puis après, je vous laisserai passer la parole. Ok, très bien. Alors juste pour rebondir sur la remarque de Sébastien, pour le reste, vous m'entendez bien? Oui. Oui, c'est bon. Ok, merci. Oui, alors du coup, pour faire une situation un peu à date, c'est vrai qu'on a tous vécu une période de turbulence très forte. Donc, si je me concentre sur ce qu'a vécu l'entreprise, on a des situations très contrastées d'un métier à l'autre. Nous sommes prestataires logistiques dans une vision globale, mais dans des secteurs industriels qui sont très variables. On intervient dans le monde de l'aéro et dans le monde de l'automobile. Donc évidemment, je fais un focus sur ces deux-là parce que ce sont deux secteurs pour lesquels on entend beaucoup de
d'informations en ce moment sur l'impact qu'a pu avoir la crise. Et donc, effectivement, ce sont des secteurs qui sont frappés de plein fouet. Encore une fois, les métiers sont toujours un peu à tiroir et à sous-section, et donc même dans le milieu de l'automobile, il y a ceux qui sont dans la production, il y a ceux qui sont dans la remonte, la réparation, etc. Donc on n'est pas impacté sur nos sites de la même façon, même si globalement le secteur auto et le secteur aéro restent impactés. Et puis paradoxalement, on intervient aussi sur des secteurs qui n'ont absolument pas été impactés par la crise, certains en lien avec l'alimentaire ou le milieu de la défense ou de la chimie. Donc voilà, des environnements très différents, avec des problématiques du coup, qui ont dû être gérées de façon variable d'un site à l'autre. Si je me concentre vraiment sur la partie RH, il y a 2 niveaux. Il y a vraiment eu la gestion de crise et donc tout ce qu'il a fallu mettre en place pour tous nos sites qui demeuraient en activité. Et puis il y a aussi la vie normale de certains sites qui ont continué, et notamment sur la partie recrutement. Finalement, on a dû s'adapter. Les process ont évolué parce qu'on a encore plus fonctionné à distance qu'à l'accoutumée sur le parcours de recrutement. Mais on a continué pendant la crise à finaliser ou à ouvrir certains postes en recrutement. Et voilà, on n'a pas tout stoppé parce qu'on était confronté à un contexte compliqué et sans savoir comment on allait en ressortir. Mais ça nous a appris du coup à être beaucoup plus agile et vraiment à s'adapter à chaque situation. Voilà. Donc pour résumer, la situation de l'emploi, je dirais qu'elle est très contrastée. Voilà. Des sites très impactés qui ont peu de mal à redémarrer, et puis d'autres sites qui sont moins impactés et qui restent dans un fonctionnement entre guillemets normal. Gaspard, du côté de l'intérim, comment est-ce que vous avez vécu cette situation? C'est très aligné avec ce qu'a dit Caroline dans le sens sur la partie contraste, parce que nous, on a des secteurs, par exemple la grande distribution, la supply chain en grande distribution nous a sollicité sur 3 fois plus de missions en termes de volume entre mars et avril. Donc il y a vraiment eu un énorme bond pendant 2 mois sur ces secteurs-là. Pareil, beaucoup dans la logistique e-commerce, des grosses demandes. Alors qu'à l'inverse, dans d'autres secteurs, dans commerce prêt-à-porter, supply chain prêt-à-porter, les choses ont été beaucoup plus calmes. Et donc nous on a réorienté beaucoup nos efforts pour porter les secteurs qui avaient des gros besoins. Et il y a un élément en plus qu'on a remarqué, je dirais, au-delà des contrastes, c'est que quand même globalement il y a eu des très forts taux d'absentéisme aussi pendant toute cette période, où nous on a été fortement mobilisés. Et là, depuis début juin, j'observe une forme de stabilisation des besoins côté entreprise, un retour progressif à la normale dans les équipes, d'une stabilisation des effectifs. Et on va voir du coup dans les mois qui arrivent quelles vont être les entreprises et les secteurs qui vont être les plus porteurs. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal de contrastes en fonction des secteurs d'activité. E-commerce notamment très porteur en ce moment. Marie, je vous vois hocher la tête, vous partagez ce constat-là? Bien évidemment, je suis complètement en phase avec le discours de Caroline et Gaspard, parce que les tendances que vous avez vécues et ressenties, c'est également ce qu'on a ressenti au sein de Badenoch & Clark. On a beaucoup travaillé pour la grande distribution, l'e-commerce, peut-être aussi la santé. C'est des secteurs qui ont été très fortement, en tout cas, maintenus et vitaux dans le secteur. On a aussi, comme Caroline, appris à avancer sur des process où les candidats ne se voyaient pas physiquement. Donc, on a appris au fil de l'eau avec nos candidats et nos clients à mettre en place une routine, et ça s'est très bien passé. Contre toute attente, on a bien travaillé, nous, durant le confinement. Je voudrais peut-être juste revenir sur des chiffres. Quand on parle d'état des lieux, c'est important de reposer un petit peu des éléments chiffrés. Nous, très tôt, le Syntec a communiqué une baisse de chiffre d'affaires dans le monde du recrutement de 70%. Et chez Badenoch & Clark, on a eu la chance de tomber au plus bas à 50%. Et au niveau de la division achat supply chain, elle a résisté. C'est-à-dire qu'on a perdu du chiffre d'affaires, mais on a perdu à hauteur de 20%. Ça montre bien que
on est sur des métiers qui ont particulièrement bien résisté dans les secteurs que j'ai mentionnés. Hein. Je mets un peu de relief dans la communication. Et que aussi les fonctions de la supply sont des fonctions vitales, clés et non négociables. C'est un petit peu les métiers de l'ombre, au même niveau que tous les abusements qu'on pouvait avoir pour le corps médical. On a commencé l'année, début 2020, avec des statistiques où on était sur 19 trimestres de croissance. On était sur des chiffres annoncés par la PEC avec 296 000 recrutements de profils cadres. Si on fait un bilan, on se rend compte que 502 000 emplois ont été détruits sur T1 2020. Donc c'est important de repositionner un petit peu le tout pour faire un état des lieux. Sébastien, je ne sais pas si vous m'entendez. Non, Sébastien ne m'entend pas. Alors, est-ce que je peux charger l'un d'entre vous? Sébastien, Lorraine va s'adresser à vous. Merci Gaspard, s'il n'y a que vous que j'entends. Enfin, je vous ai retrouvé Marie et Caroline, mais j'ai perdu Lorraine. Du coup, c'est embêtant pour lui donner la parole. Juste, je voudrais qu'il nous partage, lui, donc, la question étant de la fenêtre de la situation vue de Page. notre fenêtre, j'imagine. Oui. L'état des lieux côté Michael Page. Ok. Donc, si on fait une photo globale, j'ai cru entendre que Marie en parlait à l'instant. Sur l'ensemble de la période, en moins de 2 semaines, à partir de début mars, c'est quasiment donc la moitié des offres qui disparaissent. Si on agrège en fait l'ensemble des offres d'emploi non cadres, CDI ou mission, on estimait le nombre de besoins à 8000 émis par semaine. On parle d'offres d'emploi diffusées. Il chute à 4000 en 10 jours à peu près. Autour du 13 avril, on a une reprise d'activité, là aussi sur l'ensemble des profils. Et donc, pour illustrer le propos de certains quant à la valorisation de la supply chain pendant cette période, on a retrouvé depuis 2 semaines des niveaux quasi identiques. À l'échelle de Michael Page, on est à peu près conforme au marché, c'est-à-dire que en 10 jours, on voit à peu près 50% de nos missions se suspendre, non pas s'annuler, mais se suspendre. Très peu d'ailleurs d'annulation. Une période de 15 jours, je dirais, de freeze, où il ne se passe absolument rien. Et puis, assez rapidement, finalement, on revient vers nous pour non pas réouvrir des sujets, mais je dirais pour précipiter en fait des recrutements qui auraient dû se faire normalement courant 2020, mais que la crise en fait a accéléré. Je pense notamment à des postes en distribution, en transport, sur des problématiques d'optimisation du plan de transport, pas mal de projets Lean également, et aussi portés par les secteurs du retail et du e-commerce, des besoins de directeurs d'exploitation, de directeurs de sites logistiques. Donc ça, sur l'activité chasse, CDI. En termes de mission, la bonne nouvelle, en fait, c'est que les hommes et femmes qui étaient en mission par notre intermédiaire sont tous restés. Là, je parle de Michael Page Intérim Management, profil cadre et cadre confirmé. Forcément, une suspension d'une autre partie des missions qui étaient ouvertes en termes de recherche. En revanche, là aussi, après 3 semaines de flottement, début avril, on voit apparaître des besoins qui émanent directement du contexte, sur les problématiques opérationnelles, de sécurisation d'appro, sur le marché local ou européen, entre donc les plateformes et les magasins ou les plateformes des retailers. Il y a un pic d'activité en même temps qu'un désordre. Il fallait des ressources pour sécuriser ces flux-là. On a vu également une hausse d'activité, notamment dans l'agro, un peu dans le luxe aussi, vers l'Asie, parce que la consommation en Asie, en fait, est repartie très fortement
à partir de mi-avril et de façon complètement inattendue. Il a fallu des renforts sur cette partie. Enfin, des missions davantage gérées de management de transition pour de l'accompagnement de managers, de directeurs pendant cette période de crise. Également donc pour travailler à l'organisation des sites et à la réorganisation des ressources en vue de la reprise d'activité. Donc en clair, on ne peut pas dire qu'on a retrouvé un niveau d'activité, enfin on ne peut pas dire que le Covid a été un dollar pour nous. On a beaucoup mieux vécu la situation que d'autres métiers, c'est évident, pour les raisons qu'on évoquait. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que, à l'heure où je vous parle, on est sur des niveaux d'acquisition, d'ouverture de missions identiques à ce que nous connaissions il y a 3 mois. On est à peu près sur les mêmes stats. Et en échangeant avec nos clients, on nous parle de projets de recrutement pour septembre, pour la fin de l'année, sur des problématiques diverses. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au sujet des nouveaux métiers ou métiers portés par le contexte actuel. Merci Sébastien, merci pour cet état des lieux détaillé et puis pour cette bonne nouvelle en fin de propos. Moi, je voudrais juste qu'on fasse une petite parenthèse, on reviendra sur tout ça, mais une petite parenthèse sur ce qui a été mis en place en termes de mesures de sécurité sanitaire, etc. et de l'organisation qui a dû aussi être remaniée. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais en tout cas, chez Badenoch & Clark ou chez Side, comment est-ce que vos clients ont adapté leurs besoins? Et puis chez GT, comment est-ce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment est-ce que vous avez géré la crise concrètement? Je peux parler peut-être de certaines des missions qu'on a eues nous sur le terrain. Donc, chez Side, on est plutôt sur des métiers d'opérateurs, préparateurs de commandes, manutentionnaires, inventoristes et quelques postes d'encadrant type chef d'équipe. Et du coup, nous, on était vraiment au cœur des métiers qui étaient encore faits en physique, quoi, ce que Macron appelait la deuxième ligne. Et ce que j'ai remarqué, je pense que c'est un point vraiment important, et c'est encore vrai aujourd'hui en fait, parce que ces mesures de sécurité, nous, c'était surtout porté sur l'hygiène, sur les mesures barrières, et ça va encore être vrai dans les mois qui arrivent, dans les mois futurs, parce que cette situation va rester encore des mois. Ce que j'ai remarqué, c'est que les entreprises qui attiraient le mieux et retenaient le mieux les talents étaient les entreprises qui étaient les plus à cheval et qui poussaient le plus loin les mesures barrières. Donc nous, en l'occurrence, les mesures qui étaient mises en place, c'était surtout des mesures d'ordre sanitaire. Et il y a les mesures de base, type masque, distanciation, qui doivent être mises en place. Mais il y avait aussi des entrepôts qui poussaient les choses assez loin, avec prise de température à l'entrée et à la sortie, système de pause en différé. Clairement, ces entreprises-là arrivaient à mieux, et arrivent aujourd'hui à mieux attirer, mieux retenir les talents, parce qu'ils sont très sensibles à ça. Les profils, évidemment, ils vont aller travailler là où c'est le plus sûr, quoi, entre guillemets. Ce sont des choses que vous avez mis en place, vous, au niveau opérationnel chez GT? Voilà, j'allais rebondir effectivement sur les propos de Gaspard, parce qu'on était dans la deuxième catégorie des entreprises, celles qui ont effectivement essayé de pousser. Alors, je le dis uniquement en regardant ce qui s'est passé chez nous et pas par rapport à nos confrères, parce que je n'en ai aucune idée, mais ce qui est vrai en tout cas, c'est que l'expérience, si je retiens ce qui a été positif dans l'expérience, c'est qu'elle nous a permis de vivre une gestion de projet grandeur X millions, parce qu'on avait absolument besoin d'apporter un support rapide et on espère en tout cas le plus efficace possible pour tous nos sites qui maintenaient une activité. Certains ont fermé quelque temps, mais la grosse majorité a dû maintenir une activité et certains n'ont jamais coupé et ont été confrontés au contraire à des pics d'activité, notamment dans le milieu de la grande distribution. Et il a fallu donc leur apporter des solutions immédiates et avec une priorité absolue qui était la sécurité de nos collaborateurs. Donc ça nous a obligés à fonctionner en réseau de façon vraiment très, très importante, à effectivement centraliser un peu la gestion de crise au niveau des fonctions support et du siège pour pouvoir mieux après diffuser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on était en point quotidien
donc en pilotage central, point quotidien, avec tous les sites et tous les managers ensemble chaque jour, ce qui fait qu'on a eu un gain d'efficacité, un gain de temps assez fort, parce qu'on a vraiment essayé d'optimiser les processus et le support que l'on était à même d'apporter à nos sites. Donc, on a eu un service QHSE extrêmement mobilisé pour pouvoir répondre aux conditions sanitaires le plus rapidement possible. Étant entendu que chaque entreprise a quand même dû faire face à aussi beaucoup de flou. Il a fallu vraiment prendre conscience de la responsabilité que l'on porte et ne pas être en attente d'un protocole. Aujourd'hui, on parle beaucoup de protocole, mais ils sont partis quand même à sortir et les informations, si on avait attendu que tout soit vraiment tracé, si on avait dû juste se mettre dans les rails, on n'aurait jamais eu la réactivité nécessaire sur nos sites et on n'aurait jamais pu assurer la sécurité à nos collaborateurs. Alors, je ne dis pas qu'on a été parfait, je pense rétrospectivement, il y a sûrement des choses qu'on aurait pu gérer différemment, mais je pense quand même qu'une des qualités de l'entreprise, ça reste d'être assez efficace dans la gestion de crise. Je crois que notre cœur de métier avec des démarrages d'activité nous aide à être dans cette gestion de l'urgence et de l'agilité. Donc évidemment dans un contexte plus positif qu'une crise sanitaire, mais ça n'empêche qu'on avait le terreau, je pense, suffisant et nécessaire pour pouvoir bien réagir. Et donc voilà, on a permis à nos sites dès lors que le client n'était pas lui-même fermé, on a permis à nos collaborateurs de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité assurées très rapidement et j'ai envie de dire même dès le début. Et tout ça s'est fait avec beaucoup d'échanges de collaboration avec nos sites et en s'alimentant aussi de leur propre feedback. Donc j'essaie d'être positive sur ce que l'on a vécu et vraiment ça nous a renforcé beaucoup en termes de cohésion et je crois que on a l'impression d'avoir passé quand même une énorme vague sur le plan sanitaire sans trop de heurts. Alors je touche du bois parce que rien n'est acquis et la vigilance elle ne doit surtout pas baisser, même si aujourd'hui les protocoles baissent. C'est important que les gestes barrières restent en place, qu'on continue à être extrêmement vigilant. Et puis le dernier point sur lequel je pense qu'on reviendra tous, c'est le fonctionnement à distance. Notre organisation fait que nos fonctions support sont toujours à distance, donc même si chacun d'entre nous, on se déplace sur nos sites et on va au contact des équipes, mais c'est quand même pas le quotidien. Mais là, on a dû apprendre à tout le temps fonctionner à distance avec eux et des fois de façon un peu contrainte, mais ça nous a quand même montré l'efficience aussi de ces méthodes-là et je crois qu'aujourd'hui, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans nos réflexions sur justement remettre un peu enfin pas de distance au sens, bien sûr on a envie d'être dans la proximité avec nos sites, mais de travailler comme ça en visio, on gagne aussi en efficacité, c'est pas que de la contrainte, donc ça ouvre aussi des réflexions. Est-ce que justement, Marie, ces notions de collaboration, de cohésion, d'agilité, c'est quelque chose que vous avez retrouvé chez vos clients? Totalement, je pense que c'est l'essence même des fonctions sur lesquelles on échange le transport, la logistique, la supply chain. On est sur des qualités de réactivité, d'agilité, parfois d'adaptabilité extrêmement forte. Et c'est vrai que d'un point de vue très terrain, opération, il n'y a pas eu de question à se poser. C'était vraiment la sécurité sur site et toutes les mesures qui ont été mises en place pour faire en sorte que continue à tourner, parce que c'était des secteurs, en tout cas le secteur qui était vital pour le bon fonctionnement. Sur la partie terrain, c'est vrai qu'il y a une grande évolution, une grande hausse du chiffre d'affaires pour les transporteurs sur les problématiques du dernier kilomètre, qui ont répondu aussi à ce moment-là à un besoin d'un consommateur qui n'avait
pas envie de sortir. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu un gros boom et on le voit, nous, par rapport au secteur de manière extrêmement forte. Et sur la partie fonction support, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, cette période, parce que le français a toujours du mal à changer, à s'adapter. Je pense que depuis quelques temps, avec tout ce qui se passe au niveau de la France, le Covid, on a été obligé de s'adapter très rapidement. Je pense à quelques clients en tête, notamment côté prestataire logistique et transport, qui se posaient la question du télétravail depuis 4-5 ans. Et ils n'y allaient pas parce qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir garder une relation de confiance avec les équipes. Et ils pensaient que si la personne était chez elle, elle n'allait pas travailler. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que ce fameux client, en un week-end, ils sont tout organisés pour mettre en place le télétravail. Tout le monde, et même les plus réticents, ont été hyper favorables. Il y a eu des super retours. Et puis finalement, je pense que ça a été un détonateur d'agilité et de solutions pour le secteur. Mais j'étais pas trop inquiète parce que, encore une fois, c'est l'agilité et la créativité, c'est vraiment des belles qualités que porte en tout cas notre communauté. Sébastien, est-ce que vous m'entendez désormais? Ah, Sébastien ne m'entend toujours pas. Je vous ai retrouvé, Lorraine, je ne vous quitte plus. Je n'ai pas Ne me Caroline, quittez plus je n'ai pas Marie, mais désormais. je vous ai, vous et Gaspard, donc je ne touche plus à rien. Bon, très bien. Alors, je voulais que vous nous parliez des conséquences à moyen long terme de cette crise en matière de gestion des RH dans la supply chain et dans la logistique. On a évoqué là le télétravail, vous pouvez revenir dessus, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres conséquences, notamment forcément sur la digitalisation, hein, qui va de pair un peu avec le télétravail, sur ce qui s'est passé ces derniers mois? Ok. Hors télétravail, alors il y a un impact qui semble évident, mais qui n'est pas tant que ça, c'est justement le digital. On a tous dit ça va être un formidable accélérateur pour la mise en place de solutions digitalisées au niveau des systèmes transactionnels notamment, TMS, WMS. C'est certainement vrai, mais pas tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se mettre en place là. Donc à la fois on entend des clients qui nous disent si seulement on avait été un peu mieux outillé, on aurait mieux géré. Mais en même temps, on voit qu'il y a un principe de réalité, à savoir financier, qui fait que ce sont des choses qu'on verra apparaître, je dirais que dans un deuxième temps, peut-être 2021. Si on associe au digital l'automatisation, c'est évident qu'il va y avoir un impact, d'une part parce que les acteurs du retail qui n'étaient pas encore présents via le canal e-commerce ont eu la démonstration que c'était une absolue nécessité. D'autre part, donc, on a bien vu que c'était la solution justement pour pallier à la fois un manque de ressources, cause pandémie, et qui vient rejoindre une problématique qui est une tendance, je dirais, longue depuis pas mal de temps maintenant, notamment sur les bassins d'emploi franciliens et rhône-alpins, à savoir de rareté de compétences, de difficulté à trouver des profils. Donc oui, ça va accélérer les choses. Maintenant, je nuancerais juste dans le sens où quand on parle aux grands pure players, retailers, il semblerait que les gros projets, quand je dis gros, supérieurs à 10 millions d'euros, soient stoppés et là aussi ne se réouvriront que lorsque la situation financière sera un petit peu plus saine. En revanche, ça va peut-être ouvrir la voie à des solutions, je dirais, plus légères, de systèmes robotisés type Exotech. C'est plus simple à mettre en place, c'est beaucoup moins coûteux. Donc là aussi, on devrait voir des choses apparaître. Voilà, je dirais pour le
digital dans l'immédiat. Après, sur le télétravail, c'est évident et je dirais là on a tous été étonnés de notre capacité à réagir, à nous adapter et rapidement et efficacement. On s'est tous approprié les outils. La mise en place a été un petit peu longue, notamment sur la relation, dans la relation managériale. Je pense qu'on a tous connu une période là aussi de flottement. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui s'est imposé, qu'on s'est approprié, et avec lequel donc on n'a pas simplement, appris à travailler, mais qui est devenu un superbe outil, une façon de travailler particulièrement intéressante, à condition bien sûr de savoir le gérer. On a tous entendu parler des excès du télétravail, des excès de Teams et autres systèmes de visio. C'est clair qu'il y a eu par moments dans certaines entreprises une anarchie totale par rapport à ça, avec la pression que ça a pu créer sur les salariés. Maintenant, il y a une bonne utilisation du télétravail qui passe par, je dirais déjà, prendre soin de ses collaborateurs, leur donner les moyens, je dirais, déjà de travailler en bonnes conditions, leur donner des conseils en matière de santé, en matière d'hygiène de vie. C'est tout simple, mais c'est une absolue nécessité, aussi parce que on a des gens qui sont vite happés par le travail et qui sont très workaholiques. Il faut les protéger d'eux-mêmes d'une certaine façon. Donc ça passe par ça, d'abord écouter, échanger, prendre soin des gens. Ensuite, ce qui me paraît essentiel, c'est de donner de la visibilité, communiquer sur la situation de l'entreprise, sur les enjeux, sur les objectifs qui doivent être vus. Forcément, la situation n'était plus du tout la même, il a tout fallu remettre à plat. Ça passe également par un esprit d'équipe à nourrir, à entretenir. Si on voulait utiliser de jolis mots, je dirais qu'il faut repenser le collectif. Et ça passe également par la projection aussi dans l'avenir. En ces périodes troublées, quand les gens sont seuls, il faut donner du sens par rapport à la mission de l'entreprise, par rapport à leur métier, mais aussi par rapport à leur trajectoire à eux. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut travailler sur le développement personnel et le développement des compétences. Donc là, je remets un peu en situation par rapport à la période de crise. Maintenant, l'impact demain, il est clair. Oui, on sait travailler en télétravail. C'est vrai également, bien sûr, dans les métiers de la logistique. Et je veux quand même revenir sur un point pour ce qui est de la logistique physique, pour le coup, où là le télétravail est compliqué, même s'il s'est mis en place pour certains. Ce que l'on va retenir de tout ça et ce qui va changer, c'est le soin particulier qu'on va donner à la qualité de la relation entre les hommes, de façon hiérarchique, vis-à-vis aussi des fournisseurs, des prestataires, des clients. Je pense que ça a été une superbe démonstration que de mettre les gens sous pression, que de pratiquer la terre brûlée auprès des fournisseurs, prestataires, ou d'avoir une approche opportuniste auprès des clients était quelque chose de complètement vain. Là, c'est justement la qualité des relations en interne, en externe, qui a fait que les organisations ont pu s'adapter rapidement, qu'elles ont pu se mettre en mouvement et avancer. Donc, d'une certaine façon, je dirais que le grand changement et le grand gagnant dans l'histoire, et en particulier sur nos métiers, c'est l'humain, le management.
Je pense qu'on partage tous un peu ce sentiment. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur un des éléments peut-être? Peut-être compléter complètement en phase, Sébastien, avec le discours. Hein. Il y a clairement eu un changement de mentalité. Je pense qu'on a en effet compris qu'on pouvait être efficace et engagé, même si nous n'étions pas au même endroit au même moment. Et ce qu'on a compris aussi dans cette période, c'est le rôle clé du manager, de savoir garder une connexion, qu'elle soit physique ou virtuelle, parce que c'est vrai que il y a le confinement, mais il y a aussi le déconfinement. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui... on est un petit peu sur le fameux... le terme qu'utilise un de mes clients, le syndrome de la cabane. Se confiner, c'était peut-être plus facile pour certaines personnes, mais par contre, le déconfinement, on doit aussi manager les freins, les peurs aussi de nos équipes, des collaborateurs, parce que pendant 3 mois, on a eu un discours qui était le même discours. Et ça va prendre aussi du temps. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les stats, on a 63% des collaborateurs qui sont en train de se remettre en cause, en question sur le temps de travail, parce que recherche de sens, parce qu'on a eu aussi du temps pour réfléchir, pour se dire est-ce que je suis bien sur le bon périmètre de poste ou pas. Il y a aussi des personnes qui aujourd'hui ont plus ou moins bien vécu le confinement. C'est vrai que quand on parle des qualités du manager, aujourd'hui, c'est un point qui va être clé aussi sur les recrutements de demain, parce que pouvoir emmener les équipes, pouvoir communiquer en tout cas sur les directives de la société en temps réel, garder le lien alors que on n'est pas physiquement dans le même endroit. Ça, c'est un point qui est important. Et on a d'ailleurs pu observer dans les comités de direction qu'il y a eu des changements sur certains postes, parce que manque de communication, manque de lien avec les équipes. Et c'est aussi pour ça que pas mal, en ce moment, on intervient, nous, sur des comités de direction, parce que, en effet, ce lien, cette connexion, elle a évolué, les lignes ont bougé, le manager a dû s'adapter et devra s'adapter. Et ce qu'on disait tout à l'heure, avant qu'on lance la conférence avec Caroline, c'est qu'on a vu des managers émerger durant cette période, des jeunes managers qui se sont révélés sur cette capacité à pouvoir emmener et pouvoir porter des équipes. C'était une période finalement complexe pour tout le monde, mais riche si on sait en ressortir les enseignements. Là, on parle beaucoup de savoir-être, de qualité managériale. Est-ce qu'il y a d'autres compétences, nouvelles compétences ou des compétences déjà existantes qui ont vraiment émergé et qui vont vraiment prendre de l'importance? Alors, il y a une multitude de métiers dans le monde de la supply chain et de la logistique, mais selon les métiers, est-ce que vous voyez émerger de nouvelles compétences? Et puis, deuxième partie de la question, est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui va rendre service à nos métiers et permettre une meilleure attractivité de ces derniers? Pour moi, Caroline, c'est oui. Ouais. Alors, juste de faire le lien avec l'échange précédent, c'est vrai que on a effectivement parlé beaucoup de télétravail, mais pour nos métiers dans la logistique, ça reste quand même un nombre de collaborateurs concernés très limité. Donc, les enseignements que l'on pourra tirer de cette période-là, je pense qu'ils ne seront quand même pas les mêmes en fonction des postes et des missions de nos collaborateurs. On a quand même, je pense, 80% des gens qui sont sur le terrain et pour qui le luxe du télétravail n'a pas existé. Alors, c'est vrai que nous, c'est quelque chose que l'on avait mis en place déjà depuis au moins 2 ans, je pense, et donc on avait déjà appris à fonctionner avec, donc ça a facilité pour les fonctions support, mais j'ai jamais oublié le fait que c'était un privilège de pouvoir piloter effectivement en étant à distance, mais que c'était pas le cœur de nos métiers et que nos métiers ils étaient et ils resteront demain sur le terrain. Donc les enseignements qu'est-ce qu'il y a émergé dans cette période et qu'il restera vraiment sur le terrain, pour le coup, je pense que j'ai un peu de mal déjà à le projeter dès maintenant, si ce n'est en restant sur plus, justement, vous parlez de savoir-être, je crois que ce qui va rester, c'est la capacité des gens à s'adapter
être vraiment dans l'agilité, à prendre soin des autres. Vraiment, j'apprécie les propos de Sébastien sur le sujet parce que c'est quelque chose qu'il faudra quand même garder, même si on sait que l'humain oublie vite et que je ne sais pas s'il restera beaucoup de choses de cette période, mais ce soin apporté aux autres, ça serait génial que ça puisse rester. Et pour tout ce qui était digitalisation et automatisation, au sein de GT, les projets industriels sur le sujet, ils sont pas nés avec la crise et je ne crois pas vraiment sur le terrain que ça accélère quelque chose. Le processus était déjà là avant. En revanche, sur des choses purement administratives, oui, il y a des projets qui ont été boostés par la crise, notamment sur la dématérialisation administrative, alors qu'il avait déjà été entamé, mais là, clairement, dans mon rapport aux fournisseurs, il a fallu accélérer le processus et les solliciter un maximum sur la dématérialisation, parce qu'on a dû faire face voilà, à un moment quand même, le pays était un peu paralysé en termes d'échanges, de postes, etc. Donc, il a bien fallu qu'on anticipe et donc certains projets, effectivement, se sont accélérés, mais plus sur l'environnement, oui, effectivement, administratif. Après, on avait déjà une plateforme de formation digitale, donc c'est pas un projet qu'on va ouvrir maintenant. En revanche, il remplacera pas non plus le type de formation que l'on peut dispenser à l'interne qui porte sur le management. Et donc, on a besoin de contact humain, on a besoin voilà, d'être ensemble aussi pour pouvoir performer. Donc, encore une fois, tout dépend des métiers et des collaborateurs dont on parle. Je pense que les grands changements et les habitudes de travail très différentes dans nos métiers, honnêtement, elles ont une marge assez réduite de nos collaborateurs. Et je t'assure que la crise a un impact très important pour 80% de nos métiers à nous aujourd'hui, puisque les process de performance, d'optimisation, ils étaient déjà enclenchés avant. Bon, voilà, peut-être que dans 6 mois, j'aurai l'occasion de partager avec vous que ça s'est accéléré, mais je crois qu'aujourd'hui, on avait pris un virage avant et je ne vois pas de phénomène d'accélération de la crise. Gaspard, du côté de l'intérim, vous avez vu des évolutions, des demandes, des besoins de nouvelles compétences, des choses se transformer, sachant que vous avez déjà aussi un mode de fonctionnement qui est différent, très digital chez Side. Oui, c'est vrai. Donc nous, on a, quand une entreprise doit faire appel à de la ressource en mission intérim via Side, tout se passe via un outil en ligne. Donc c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'agence physique en fait. Donc on avait déjà des méthodes qui étaient Covid-friendly, entre guillemets, enfin confinement-friendly en tout cas. Et je suis assez d'accord avec Caroline sur le fait qu'il y avait quand même la digitalisation des entreprises avait déjà largement démarré avant. Après, on a observé, pour pas mal d'entreprises, il y a quand même eu une forte accélération, parce qu'il y a toujours, dans la conduite du changement, il y a toujours des réticences de certains. Et là, pour le coup, avec le confinement et le déconfinement progressif, chez nous, les donneurs d'ordre, et donc les managers, les responsables d'exploitation, ont été obligés de passer via l'outil qu'on avait mis à disposition. Et donc, ça a été nécessaire vraiment pour les différentes entreprises, que ce soit pour nous ou pour d'autres produits, en fait, d'avoir une visibilité sur les commandes intérim, le budget, les factures, sur tous ces éléments, d'avoir une visibilité qui soit en ligne, en fait, et qui soit possible qu'on soit à l'entrepôt ou qu'on soit confiné je ne sais où. Et donc, je dirais que sur l'évolution des managers, au-delà des soft skills, il y a eu un besoin d'accélérer la conduite de changement pour certains et d'être vraiment de se lancer à fond dans les outils digitaux qui peuvent faciliter le quotidien des entreprises. Et ça c'est sur la partie usage. Et après, il y a une autre évolution qu'on voit s'accélérer encore là, c'est la multiplication des canaux de recrutement pour les managers. C'est qu'avant, pour recruter des profils, on faisait souvent appel à 1, 2, 3 canaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit quand même les canaux se multiplier, que ce soit des canaux en ligne qui utilisent différentes méthodes. Et je pense qu'une des évolutions du rôle de manager aujourd'hui aussi dans la supply, c'est d'être capable de connaître ces différentes méthodes, de les maîtriser, de pouvoir travailler avec des gens qui les utilisent.
Et ça, c'est quand même un changement qui s'accélère parce qu'aujourd'hui, bon, avant le confinement, il y avait 90% des chercheurs d'emploi qui cherchaient en ligne leur métier de demain. Post-confinement, je ne connais pas le chiffre de Pôle emploi actualisé, mais ça va être beaucoup plus pour limiter les contacts physiques, etc. Donc je pense que ça, c'est pareil, c'est une nouvelle palette quoi, qu'il faut bien maîtriser. Et le dernier point qui est vraiment important aussi, je pense, c'est la formation pour les côtés managers. Parce que sur l'automatisation des rôles dont vous parliez tout à l'heure, en fait, ce qu'on observe, nous, sur les métiers d'opérateurs, c'est que c'est surtout des rôles d'opérateurs qui évoluent, qui se complexifient, qui se diversifient, mais qui disparaissent pas en tant que tels. C'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est peut-être la préparation de commandes toute bête, toute simple, les métiers vraiment hyper faciles à faire. Mais ce qu'on voit évoluer maintenant, c'est des métiers où la technologie entoure l'opérateur. Donc, je vais avoir un PDA, si je suis chauffeur-livreur, je vais avoir une application mobile que je dois bien maîtriser. Et le manager va devoir être capable de bien former ces métiers-là, sur ces métiers-là, parce que c'est pas accessible forcément à tout le monde dès le départ. Et donc ça, c'est un point, je pense, important, c'est que l'automatisation transforme les métiers vers des métiers d'opérateurs plus assistés via la technologie. Et il faut que du coup, les entreprises soient en mesure de former les profils sur ces métiers-là. Ces nouveaux métiers. Là, on parle quand même de choses ultra positives, la valorisation de certaines tâches, la transformation des métiers, le bien-être au travail. Est-ce que toutes ces prises de conscience, ces évolutions, je reviens sur ma question précédente, vont participer à pallier le manque d'attractivité du secteur selon vous? Nous, de notre côté, on voit une augmentation, des côtés étudiants sur la partie recrutement. Nous, on a 50% d'étudiants, 50% de non-étudiants, tout âge. Et la part d'étudiants qui viennent de filières logistiques type BTS, par exemple, est en train d'augmenter quand même depuis 4 ans, donc depuis qu'on existe. Peut-être aussi par la forte présence de la technologie dans les métiers de la supply. Ça a forcément un côté assez attractif. Et puis aussi parce que c'est un secteur qui se développe très très bien d'un point de vue chiffre d'affaires. Donc voilà, de notre côté, c'est vrai qu'on voit en tout cas de côté jeune un peu plus de personnes qui s'intéressent à ces métiers et qui s'insèrent sur ces métiers en premier emploi. Sébastien, Marie? Oui, une remarque. En fait, en introduction, on parlait beaucoup du marché de l'emploi en termes d'offres. Dans ce marché, il faut aussi prendre en compte, bien évidemment, les candidats. Il s'est passé des choses vraiment intéressantes pendant cette période. Donc, à la fois, on a vu une baisse énorme du nombre de candidatures, moins 40% à peu près, au pire de la période. Et en même temps, on a vu apparaître des candidats qu'on ne connaissait pas, qui avaient pris le temps, contraint ou forcé, parce que télétravail, parce que chômage partiel, de se poser, de réfléchir. Donc, d'une part, qui était dans une démarche complètement engagée, et d'autre part, j'ai complètement réfléchi avec ces exemples très flagrants de candidats justement qui n'étaient pas issus de la supply et qui sont venus vers nous. Issus de la production, du manufacturing, issus de la qualité, issus du conseil. Donc des profils qui sont clairement intéressants, qui ont toute leur place dans la supply, mais qu'on voit assez peu et qui en général, lorsque nous les approchions en direct jusqu'alors, étaient plutôt réticents, enfin plutôt moins assez prudents. Donc ça a bien démontré que oui, la supply peut attirer dès lors qu'on prend le temps de se poser et de réfléchir, surtout que le contexte, une fois de plus, a valorisé ces métiers. Je pense que clairement, ceux qui recherchent des fonctions avec une dimension managériale humaine seront complètement servis. Tous les projets de digit, d'IA, qui certes sont peut-être mis un peu entre parenthèses en ce moment, font réapparaître et vont attirer aussi de nouveaux profils. Et puis, alors après, j'extrapole un peu, parce que c'est un sujet sur lequel je travaille avec la SLOG. On se réunit régulièrement pour essayer de définir les métiers de demain, les nouveaux métiers ou métiers émergents en supply chain, et il y a des choses absolument passionnantes. Enfin, si je devais en retenir
Kiang 2, on pense que assez rapidement, un profil, enfin la fonction de risk manager supply chain devrait apparaître, également de manager économie circulaire. Là aussi, ce qu'on a vécu plaide complètement pour ces métiers. Donc, le contexte va favoriser encore davantage l'apparition de ces nouveaux métiers avec ce qui suppose d'attractivité. Donc, je suis assez confiant par rapport à ça. Merci Sébastien. Je vais être obligée de couper un peu les échanges puisqu'on arrive dans les 10 dernières minutes et qu'on va laisser place aux questions-réponses. Alors je vais démarrer par une première question qui vient d'une étudiante de Kedge Business School et qui demande comment est-ce qu'on peut donner plus de place aux femmes dans l'univers de la supply. C'est un sujet qui est intéressant, l'égalité homme-femme, que j'aimerais moi aborder pas en égalité homme-femme, mais en termes de compétences. Et je pense que très souvent, en fait, on se dit on est une femme, on ne peut pas travailler en supply, mais j'ai envie de porter le message haut et fort à toutes les femmes de se faire confiance, d'y aller, parce qu'il y a des vrais atouts d'être une femme dans l'environnement. Ça fait du bien dans des équipes de féminiser. Et je pense que, honnêtement, ça c'est mon point de vue personnel, c'est que c'est peut-être finalement aussi la femme qui se met une limite en se disant je ne peux pas évoluer dans ce secteur, mais à toutes les femmes qui regardent l'intervention, sachez que le marché est là et est prêt à vous accueillir et qu'on a besoin de féminiser très clairement les équipes. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose ? Alors, je vais donner un éclairage interne. Je rejoins complètement Marie et je crois qu'au sein de T-Logistique, on en a une belle idée. Alors, je pense qu'on est en train de changer les choses. Alors, effectivement, si on fait une photo des codir aujourd'hui dans le secteur Presta, logistique, transport, on ne peut pas vraiment parler de parité. Maintenant, à l'inverse, si on regarde la composition des promos de Master Supply Chain, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, enfin quasiment à l'équilibre pour certains d'entre eux. Ce qu'il faut voir, en fait, alors j'allais dire, je devrais pas le dire, mais si vous voulez, si on fait les ratios nous, entre les candidatures qu'on reçoit et les candidatures recrutées, en fait, la part de femmes est plus importante à la part d'hommes. Et après, la bonne nouvelle, c'est que non seulement on observe de moins en moins de réticence, de frein de la part de certains opérationnels, et d'autre part, j'ai encore le cas il y a quelques jours, certains nous disent s'il vous plaît, recrutez des femmes. Alors, bien sûr, on ne peut pas l'entendre, on ne va pas l'intégrer comme critère, mais beaucoup sont demandeurs pour diverses raisons de profils féminins avec voilà, toutes les qualités, compétences associées. Donc oui, les choses changent et je pense que clairement on va dans le bon sens. Caroline, vous vouliez donner un éclairage interne. Ouais, du coup, je vais terminer. Ce que je voulais donner comme expérience personnelle, c'est que au sein de l'entreprise, au-delà des indices qu'on nous a demandé de calculer, pour lesquels on est extrêmement bien positionné, mais c'est pas le plus intéressant, c'est pas d'en avoir une vision administrative. Aujourd'hui, parmi nos managers, on a un tiers de femmes qui pilotent des sites. Il y a 10 ans, c'était une seule et encore, elle avait le mérite d'être arrivée avec son entreprise. Parce que c'était elle nous a rejoint avec sa boîte. Donc, mais on a une féminisation de nos collaborateurs managers qui est forte et qui n'est pas pilotée avec l'envie dès le départ de se dire je veux un tiers de femmes. En fait, la vraie réalité, c'est que ce n'est pas un sujet en fait. Au sein de GT Logistics, je vais rebondir sur ce que disait Marie, c'est vraiment une question de compétences. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui s'ouvrent beaucoup plus aux femmes. Et donc, lorsque les personnes arrivent en entretien chez nous, qu'elles soient hommes ou femmes, ça n'a vraiment absolument aucune différence. Donc, on ne part pas avec un quota souhaité. Par contre, la réalité, elle est là, c'est que c'est une part
plus importante de manager aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a une question de confiance qui est donnée. Et je l'illustre du terrain jusqu'au comité de direction, puisque sur le terrain, on a une part de population féminine qui est beaucoup plus importante que sur la branche professionnelle. Et je crois qu'on est une entreprise aussi qui, dans le message, en tout cas, peut être exemplaire, puisque au sein du comité de direction, ce qui est aussi rare aussi, on a une parité parfaite lorsqu'on est au complet, c'est-à-dire que j'inclus mon président dedans. On est vraiment à 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc, c'est pas un cliché, ça existe. Et je terminerai juste sur une anecdote qui date de ce matin. On avait un entretien au poste de manager de site et la candidate que l'on avait en entretien m'a dit que une des choses qui lui avait donné envie de poursuivre, c'est qu'en faisant quelques recherches sur l'entreprise, elle avait mesuré la place que l'on donnait justement aux femmes dans la logistique et que pour elle, c'était un atout. Voilà, et ça, c'était important. Alors, on avait aussi une autre question là, rien à voir. Pour tout ce qui est IT, Big Data, intelligence artificielle, est-ce que le recrutement de ce type de profil est négativement impacté ou pas? Peut-être Marie ou Sébastien sur cette question, je ne sais pas. Deux réponses. Les projets qui étaient initiés avant continuent. On en a d'ailleurs finalisé certains pendant le Covid. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir une onde de choc. Je ne pense pas trop longue, mais pour ceux qui n'avaient pas encore voté, débloqué les budgets, il risque de s'écouler quelques mois, voire plus, avant la réouverture de ces recrutements. Mais c'est, je dirais, juste une pause, bien évidemment. Marie, est-ce que vous voulez souhaiter ajouter quelque chose? Sur ce sujet, non, pas particulièrement. Autre question, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières pendant les recrutements? Et si oui, quel type de difficultés? Gaspard, peut-être sur l'intérim. Et puis, comment on décèle ces difficultés-là? Du coup, comment, via votre plateforme, vous décelez s'il y a des difficultés et si oui, de quel type sont-elles? On parle de difficultés de manière générale ou il y a vraiment un... Je pense que c'est de manière générale. Alors, c'est une question des participants. Il n'y a pas de précision. Alors, les difficultés essentielles qu'on peut avoir dans la sélection des profils, ça va être... Pardon? De problématiques, pardon. La personne parle de problématiques, pardon. Pas de difficultés, de problématiques. De problématiques, d'accord. Les problématiques, c'est les problématiques de sélection des compétences, de géographie, d'expériences passées, qui sont je pense des critères en fait de sélection de profils qui sont assez génériques. Hein. Et je vois pas, il n'y a pas eu de changement particulièrement nous dans la manière dont on sélectionne les profils, dont on peut faire des entretiens pendant la crise, parce que ces critères-là, qui sont les critères qui vont nous permettre de sélectionner tel ou tel candidat, en fait, sont assez les mêmes. Dans ce qui nous concerne, on utilise un alliage de technologie, enfin de données et d'humains pour déceler les bons profils et essayer de trouver les bons profils pour les entreprises. Il n'y a pas eu de changement majeur par rapport à ça pendant la crise. Marie, est-ce que de votre point de vue, il y a de nouvelles problématiques en termes de recrutement? Pour finir, il nous reste 10 secondes. Alors, de manière très efficace, non, il n'y a pas de changement, on recrute toujours de la même manière et c'est vrai que nous, ce qu'on met en avant chez Badenoch & Clark, c'est vraiment les compétences, les soft skills, c'est le comportement, on part du principe qu'il n'y a pas de mauvais candidats, il y a plus une mauvaise adéquation entre une culture d'entreprise, un ADN, des valeurs et la personnalité. Donc notre rôle, c'est faire en sorte qu'on puisse parler le même langage pour avoir une relation pérenne. Donc voilà, les 10 secondes sont passées. Merci Marie.